Votre rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant sur ATV. Bonsoir à tous. À la une de ce mardi 9 décembre, la visite du ministre de la Justice sur notre territoire. Gérald Darmanin a annoncé en fin de matinée de nouveaux moyens pour le centre pénitentiaire de Ducos. Un déplacement accompagné par les élus martiniquais que vous découvrirez dès le début de cette édition. Le collège Roger Castindé à Fort-de-France a été le théâtre d'un exercice de sécurité grandeur nature impliquant l'armée et les démineurs. Une alerte à la bombe était simulée pour tester les réflexes d'évacuation de la communauté scolaire. Maladie rare, le CHUM se mobilise toute la semaine avec des stands d'information pour briser le silence autour de ces pathologies méconnues et lutter contre l'errance thérapeutique. Nous commençons ce journal avec une visite ministérielle. Celle du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, était aujourd'hui sur notre territoire. Loin de la simple visite de courtoisie, ce déplacement a été l'occasion d'annoncer plus de moyens au niveau local, notamment au centre pénitentiaire de Ducos, où la surpopulation est un enjeu majeur. Le ministre s'est d'abord rendu à la cour d'appel de Fort-de-France avant de se diriger vers Ducos pour y inaugurer la nouvelle structure d'accompagnement à la sortie. Rencontre avec les acteurs locaux et engagement, le compte-rendu de cette journée dans ce reportage signé Ryan Aneas. C'est un deuxième arrêt pour Gérald Darmanin aujourd'hui. Le ministre de la Justice arrive à la prison de Ducos ce matin. Son objectif, rencontrer et discuter avec les agents du milieu carcéral. Poignée de main, puis visite de l'établissement pénitentiaire. C'est aussi l'occasion pour le garde des Sceaux d'inaugurer la nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie de Ducos, qui symbolise une véritable victoire syndicale. Dans une prison où la surpopulation est d'actualité, ce nouvel espace vient renforcer l'accueil possible ici. J'espère qu'il prendra conscience au regard des échanges qu'il aura avec le personnel, des besoins en restructuration du site, mais également des besoins humains et logistiques qui permettraient d'avoir un centre pénitentiaire qui fonctionne finalement mieux. On est sur une grande avancée. Déjà, ça permet de dégorger parce qu'on est sur une surpopulation carcérale de près de 139%. Ça permettra d'avoir une centaine de places supplémentaires et d'accompagner finalement, malheureusement, ceux de nos compatriotes qui sont souvent en état de récidive. Des personnes souvent en état de récidive, effectivement, 70% des individus sortant de Ducos se retrouveraient dans cette situation. Une structure, notamment poussée par les efforts de certains élus. Catherine Conconne, sénatrice de Martinique, se réjouit aujourd'hui de voir cet espace inauguré. Ça va surtout s'adresser à ceux qui ne sont pas là pour longtemps et qui sont jeunes, donc qui ont toute la vie devant eux pour éviter en particulier la récidive. C'est pour moi surtout en dehors de la structure de l'immeuble qu'on va inaugurer aujourd'hui, c'est un mouvement qui est de dire qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes. Est-ce qu'on sort simplement du constat, de la complainte, de la plainte, d'attendre qu'on fasse pour nous, ou est-ce qu'on dit, voilà ce qu'il nous faut, fais ben nous. Gérald Darmanin se réjouit également de cette nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie de Ducos et fait cet après-midi une série d'annonces destinées à renforcer les efforts du personnel carcéral. Pour leur dire qu'ils vont avoir l'année prochaine une augmentation de leur effectif, c'est très important parce qu'il leur manque des effectifs. Pour cela, il faut que le budget soit voté par les parlementaires, c'est très important. Et puis deuxièmement, nous allons réfléchir pour créer l'année prochaine le lieu d'hospitalisation psychiatrique qui manque. Parce qu'à Ducos et aux Antilles, il n'y a pas ce qui existe dans l'Hexagone, c'est-à-dire des endroits où on peut accueillir des détenus qui ont des maladies psychiatriques. C'est quasiment 20% des détenus qui sont ici à Ducos et il faut pouvoir leur offrir un accompagnement médical et pas un accompagnement de sécurité. Le ministre de la Justice s'est ensuite rendu au Fort Saint-Louis pour une réunion de travail sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Une visite d'une seule journée, sous haute sécurité. Les moyens sont donc renforcés sur terre pour la justice, mais ils le sont également en mer dans la lutte contre les trafics qui alimentent la criminalité. C'est une nouvelle opération d'envergure menée en Atlantique par les forces armées aux Antilles. Le 1er décembre, un navire de la Marine nationale a intercepté un bateau de pêche sans pavillon et la fouille s'est révélée fructueuse. 2300 kg de cocaïne ont été saisis, répartis en 67 ballots. Les 8 individus à bord ont été ramenés à Fort-de-France, placés en détention provisoire et seront jugés en janvier 2026. Cette opération a été le fruit d'une étroite coopération interservices, notamment avec les douanes
Et le chiffre est colossal, cette saisie porte à plus de 31 tonnes le poids total des produits stupéfiants interceptés en zone maritime Antilles par la Marine nationale cette année, confirmant l'efficacité de l'action de l'État en mer. Après l'action des forces de l'ordre sur le terrain de la lutte contre le trafic, l'enjeu sécuritaire se place désormais au sein de nos établissements scolaires. Ce mardi, c'est une opération d'une grande rareté qui s'est déroulée au collège Roger Castindé à Fort-de-France. Les élèves ont participé à un exercice d'alerte à la bombe grandeur nature. L'action menée par les forces armées aux Antilles et le groupe spécialisé NEDEX, neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs, visait à tester la coordination parfaite entre les équipes éducatives, les secours et les militaires. Une mise en situation très réaliste destinée à renforcer les réflexes de sécurité des élèves, mais surtout à évaluer la capacité de réaction de l'établissement en cas de menace réelle. Un reportage de Dorian Cayuela. Au collège Roger Castindé, un exercice d'alerte à la bombe a mobilisé ce matin les démineurs des forces armées aux Antilles aux côtés du personnel éducatif. Une simulation grandeur nature destinée à tester la réaction de l'établissement et à rassurer les élèves sur les gestes à adopter en cas de menace. Ce matin, pendant que j'étais en cours, il y a eu un exercice attentat où du coup on a dû se déplacer et venir dans le gymnase du collège. C'est important parce que si ça se passe pour de vrai, on ne saura pas quoi faire. Pendant que là, on a des exercices et on sait les bons gestes à apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller. C'est très important parce que jamais d'ici un jour ça arrive, on saura comment faire. Sinon, il se passe un truc, même pendant l'exercice, mais ils sont là. L'objectif de la journée était de mesurer la réactivité des élèves comme du personnel. Un exercice mené sans détour que l'enseignante a abordé avec sérieux, consciente de l'importance d'être prête face à une éventuelle menace. Les parents étaient prévenus qu'il y aurait un exercice, mais pas de la date ni le jour. Et donc, c'est vraiment pour permettre aux élèves de réagir en temps réel au moment où on déclenche l'alarme. L'alarme s'est déclenchée, les élèves étaient très réactifs. Ils ont surtout répondu aux consignes assez rapidement. Ils se sont rangés rapidement, j'ai pu les compter et on a pu descendre pour rejoindre le point de rassemblement. Et on sera dans un état de confinement pendant on ne sait pas combien de temps, jusqu'à ce qu'on nous donne le signal pour pouvoir de nouveau réintégrer l'établissement scolaire. Donc il faudra les occuper, faire des jeux, discuter avec eux sur ce temps. L'enjeu de Karine était de veiller à ce que le plan particulier de mise en sûreté soit bien mis en œuvre. Ce dernier permet d'assurer la sécurité des personnes présentes dans l'école dès lors que survient un événement majeur en attendant l'arrivée des secours. De tester, si vous voulez, les conduites et surtout les conduites à tenir en cas d'alerte, surtout d'intrusion et alerte attentat, puisque là, il s'agit d'un exercice qui est lié au déminage d'un éventuel explosif posé dans le collège. Tester notre plan particulier de mise en sûreté, le PPMS, et donc être à même de pouvoir répondre le mieux possible. L'équipe de démineurs a été alertée et s'est immédiatement rendue sur place. Après une prise d'information et une première inspection menée par robot, les spécialistes ont pu accéder à l'objectif. Sécuriser le sac suspect, puis le neutraliser grâce à un canon à eau, éliminant totalement la menace. Le scénario qui a été choisi, c'est une alerte à la bombe dans un établissement scolaire, donc par l'envoi d'un mail, et donc une personne qui a pour but d'un acte de malveillance, donc la dépose d'un colis explosif improvisé. Donc ici, il n'est pas tellement dans le but de tuer des gens, mais de plutôt, en fait, c'est un élément incendiaire qui va mettre le feu au bâtiment. Un exercice fictif, mais un réflexe bien réel. Ici, on apprend à désamorcer la menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Après les exercices de sécurité dans un établissement scolaire, un sujet qui touche cette fois la sécurité et la continuité territoriale. L'aviation est en crise dans la Caraïbe. C'est une nouvelle qui va lourdement impacter le trafic aérien inter-îles. La compagnie Air Antilles est contrainte de suspendre temporairement son certificat de transport aérien à partir de minuit ce soir. Cette mesure administrative décidée par la Direction de la sécurité de l'aviation civile fait suite à un audit qui a révélé des manquements documentaires et organisationnels au sein de la compagnie. Il est important de le souligner, Air Antilles insiste, ces constats ne remettent aucunement en cause la sécurité immédiate des vols. La compagnie, soutenue par la collectivité de Saint-Martin, assure que ses équipes sont mobilisées pour la prise en charge des passagers et pour la mise en œuvre rapide des correctifs attendus afin de garantir une reprise des vols à terme.
Nous passons maintenant au domaine de la santé avec une initiative essentielle du Centre hospitalier universitaire de Martinique. Le CHUM se mobilise jusqu'au 12 décembre dans le cadre de la Semaine des maladies rares. L'objectif de cette opération est double, faire connaître ces pathologies souvent méconnues et renforcer la collaboration entre les associations, le personnel de santé et les patients afin de lutter contre l'errance thérapeutique. Des stands d'information accueillent le public et les professionnels dans les hôpitaux de Pierre Zobda Kittmann, Mangovulsin et Louis Domergue à Trinité. Retour sur cette opération de sensibilisation avec Louis Sabas. La lymphangioleuomyomatose, la fibrose pulmonaire, le lupus ou encore la mucoviscidose. Derrière ces quelques noms barbares et souvent méconnus se cachent des maladies rares, des pathologies qui concernent environ 13 000 patients en Martinique. Des malades qui souvent se trouvent en errance thérapeutique avant leur prise en charge. Toute la difficulté réside dans le bon diagnostic. En médecine, c'est beaucoup d'expérience. La maladie rare, c'est encore plus d'expérience pour pouvoir reconnaître et se dire, là, je suis dans le cadre d'une pathologie rare et pouvoir mettre en place le diagnostic de manière appropriée, rapidement. On arrive à la pointe de la technologie avec des diagnostics qui sont plus affûtés. On a la possibilité, en fait, d'aller chercher, de faire des diagnostics sur les gènes, etc., ce qui permet, en fait, d'avoir des diagnostics qu'avant, on n'aurait pas pu porter. Cette semaine dédiée aux maladies rares a pour objectif de sensibiliser et d'informer la population, comme les professionnels de santé, sur ces pathologies, mais aussi sur le dispositif de prise en charge du CHUM. En Martinique, une vingtaine de centres de référence existent, encadrés par la plateforme d'orientation et de coordination pour les maladies rares en Outre-mer, pour la région Martinique. Il y a en tout 27 centres maladies rares dans différentes spécialités. Dans un centre comme le CRK, l'anaphylaxie est de l'ordre de 800 patients. Pour les autres centres, il y a des chiffres qui sont à peu près équivalents pour le lupus, pour la drépanocytose. Donc il y a une ressource qui est importante. La principale difficulté, c'est de parvenir à accéder aux bons interlocuteurs. Donc c'est le rôle de la plateforme d'orienter les patients pour qu'ils puissent aller directement au bon endroit et être pris en charge correctement. Plus de 7000 maladies sont recensées au niveau national. Mais après l'orientation, le diagnostic et les soins, la prise en charge du patient doit parfois continuer, cette fois à travers les associations pour une réinsertion sociale. Surtout qu'on soit exclu socialement, parce que non seulement on a le regard de l'autre, qui est compliqué, on a notre façon aussi de vivre l'autre à travers ce qu'on voit, ce qu'il nous renvoie, et du coup, parfois, c'est nous-mêmes qui nous excluons, mais parfois aussi, c'est la société qui nous exclut. Donc, on a besoin effectivement de ces professionnels qui sont attentifs, qui sont là pour nous écouter, qui sont empathiques et qui vont nous aider justement à vivre cet après le mieux que possible. La semaine des maladies rares en Martinique se poursuit jusqu'au 12 décembre prochain dans les hôpitaux de Trinité, Mangovulsin et Pierre Zobda Kittmann. À destination du public, mais aussi des professionnels de santé, elle permet d'informer et d'offrir une meilleure offre de soins aux malades et à leurs familles. Restons au CHUM, mais pour une lecture. Cette fois-ci, le personnel soignant de l'hôpital rend hommage à sa propre mobilisation durant les heures les plus difficiles de la pandémie. Plusieurs années après la crise, l'heure est au bilan et au recueil de la mémoire. L'ouvrage « Crise sanitaire en Martinique, 1000 ans de soignants » a été officiellement présenté hier, lundi, au personnel soignant de l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Ce livre, né de la volonté de recueillir leurs témoignages, n'est pas seulement une chronique, c'est un recueil de bavardages et de potins enrichi de photos et d'illustrations de François Gabour, qui revient sur l'expérience et le vécu intime des soignants martiniquais durant la crise Covid. 13 500 exemplaires seront distribués gratuitement à l'ensemble des professionnels de santé du CHUM avant une mise en vente prochaine au grand public. Nous écoutons le témoignage d'une infirmière au micro de Louise Sabas. Je vais prendre le temps de le lire parce que je suis sûre qu'il sera très intéressant et tout le monde pourra voir ce que nous avons vécu. Ça a été une expérience difficile pour tout le monde, pas que pour les soignants, mais aussi pour les familles qui ont perdu leurs proches. Je suis fière parce que je suis celle qui est mise en avant aujourd'hui par rapport au livre, mais je pense qu'il y a beaucoup derrière. Et ce qui est bien, c'est que les gens ne connaissent pas au niveau du moins de le salon de parcours. Et ce sont ces gens-là qui ont œuvré, les ambulanciers, toute l'équipe de la cellule d'ordonnancement pour faire avancer et arriver à ça aujourd'hui. C'est une façon de ne pas oublier ce que nous avons vécu, une façon de raconter ce que nous avons vu,
ce que nous avons partagé aussi bien avec les patients qu'avec les familles, entre collègues aussi. Il y a des familles qui vont se reconnaître, peut-être à travers des récits, sans nommer qui que ce soit, hein, puisque c'est très anonyme. Et puis nous avons une pensée pour les patients que nous avons perdus. Le fait de raconter ce que nous avons vu, à travers ces petites histoires, ces petits milans, des choses que nous avions enfouies, le fait de raconter, ça a fait remonter beaucoup d'émotions, même si on parle de nos patients, on parle de patients décédés, on parle d'expériences, ça fait remonter des choses. Passons à un sujet essentiel pour l'histoire et la mémoire collective, le projet de mémorial national des victimes de l'esclavage colonial qui sera érigé au Trocadéro à Paris. Un lieu destiné à graver, d'ici 2027, les noms de plus de 215 000 esclaves pour leur rendre leur dignité. Notre invité ce soir pour en parler est le professeur Serge Romana. Serge Romana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le coprésident du comité de pilotage de ce mémorial national des victimes de l'esclavage. C'est un projet monumental, comme on l'a dit. D'ici 2027, 215 000 noms seront inscrits face à la Tour Eiffel au Trocadéro. Au-delà du symbole, quelle est selon vous la portée historique et mémorielle de ce geste pour la nation française et plus particulièrement pour les descendants d'esclaves? Je pense que c'est le seul endroit où tous vont être rassemblés, ceux qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Martin. C'est un lieu qui sera un lieu de reconnaissance de ces personnes dont le destin était d'être totalement oublié, déjà de leurs descendants. Donc c'est un lieu où on veut leur redonner leur humanité, puisque justement on affiche leur nom. Et nous pensons que ce lieu va être, de ce lieu va rayonner notre histoire au monde, puisque c'est un lieu qui est extrêmement fréquenté, qui va être vu par des millions de personnes. Donc nos aïeux seront vus par des millions de personnes. Et d'une certaine façon, c'est un lieu où la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Saint-Martin seront extrêmement visibles au monde, en fait. Les communes seront visibles au monde, puisque en fait, les noms seront disposés par pays, ils seront disposés par ville et par ordre alphabétique. Donc, c'est, je pense, l'une des plus belles reconnaissances qu'on peut leur faire, l'une des plus belles preuves d'amour qu'on peut leur donner, nous, leurs descendants, d'avoir été chercher leur nom pendant 30 ans. Hein. C'était un long travail dans les archives et nous espérons que eh bien, les descendants, nous serons très fiers, vous, les téléspectateurs, seront très fiers de les voir là, d'autant plus que les noms qui seront affichés sont les noms que nous portons aujourd'hui. Et justement, l'établissement de cette liste de noms est le fruit, comme vous l'avez dit, d'un travail de recherche archivistique colossal. Comment concrètement ces recherches se sont déroulées et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? Puisque comme vous l'avez dit, à l'époque, ces noms étaient souvent réduits à des matricules, prêts à être oubliés justement. Alors en fait déjà, je crois qu'il faut rappeler un fait d'histoire de nos pays qui est mal connu. Du temps de l'esclavage, nos parents n'avaient pas de nom de famille. Seuls les libres avaient des noms de famille. Et en 1848, après l'abolition, ils ont été nommés. Donc il a fallu nommer plus de 70 000 personnes en Martinique, 87 500 personnes en Guadeloupe, en Guyane 12 000, à Saint-Martin à peu près 2 000 et puis à La Réunion 60 000. Mais il faut imaginer les maires qui avaient à nommer des personnes. Donc ça a été une opération très longue, fondatrice, puisque c'est notre identité, c'est le nom que nous portons aujourd'hui. Et en fait, nous ne le savions pas. Et chacune des associations, parce qu'il y a 4 associations qui ont travaillé, en Martinique, c'est la Marichefa, l'association martiniquaise de recherche d'histoire des familles, eh bien, c'est d'abord dans des recherches individuelles que ces personnes se sont aperçues que ces registres existaient de nomination. Et Alex Bourdon, qui est responsable de ce projet pour la Marichefa, racontait que ces registres ont été trouvés des fois dans des greniers ou sous des gravats. Enfin, personne n'y apportait aucune attention. Et donc, ces personnes, je tiens vraiment à les honorer, sans que personne ne leur demande, aucune autorité, ont passé des années, des nuits, des jours,
pendant leurs vacances ou pas, à travailler, à travailler et à travailler. Et c'est ainsi que les listes, petit à petit, ont pu être établies. Et comme vous l'avez dit, vous avez porté ce combat pendant 30 ans, plusieurs décennies. Aujourd'hui, quelle est la place des jeunes générations dans la transmission de cette mémoire et comment vous pouvez vous assurer que ce mémorial soit un outil pédagogique pour la jeunesse et non une simple stèle figée dans l'histoire? Question fondamentale. La première chose, c'est que les jeunes générations ne peuvent pas transmettre. Ce sont les anciennes générations, celles des parents, qui se doivent de transmettre. Et la transmission, vous savez, ce n'est pas juste un mémorial. Le mémorial, OK, on va organiser des manifestations, on va organiser des commémorations, on va organiser la vie du mémorial. Mais c'est la responsabilité de chaque personne, de chaque famille, de pouvoir rechercher son aïeul et de raconter cette histoire à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est la responsabilité aussi des édiles, des responsables des municipalités, de pouvoir aussi peut-être construire des mémoriaux dans chacune des villes et au moment des journées de commémoration, de faire que les enfants dans les écoles viennent honorer leurs parents. Donc c'est toute une stratégie. Le mémorial, et vous l'avez, c'est une très bonne question, le mémorial, s'il n'est qu'un mémorial et qu'il est posé là, ça va être joli le jour d'inauguration, mais si on ne le fait pas vivre, et le fait pas vivre, mais il ne va pas vivre, mais surtout s'il ne vit pas, c'est nos familles qui ne vont pas vivre. C'est-à-dire qu'elles vont rester des familles où justement il n'y a pas de profondeur historique. Eh bien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous cette perspective. Je voulais juste rajouter que nous avons une conférence pour expliquer tout cela ce soir à La Palouza et à Tambou-Bocanal jeudi. Et à ces conférences, on va expliquer ce que je viens de dire et les gens pourront rechercher si le nom de leur famille se trouvera sur le mémorial. Justement, donc nous le rappelons aux téléspectateurs, la première ce soir à 19h à La Palouza au François et jeudi 11 décembre également à 19h, Tambou-Bocanal, rive droite Levassor. Exactement. Merci. Changeons maintenant de registre avec le point sport de cette édition. En tennis de table, le club franciscain se rapproche du titre à l'issue de la journée de championnat du week-end dernier. Nous ferons également le point sur la 3e journée de championnat de beach tennis qui s'est déroulée au Carbet. Les précisions tout de suite de Karine Chassol, Marc Michel et Robert Beauregard. En tennis de table, en disposant 13-1 du SC Lamantinois samedi au François, le club franciscain s'assure de remporter le championnat de Régional 1. Les Lamantinois devraient terminer deuxième devant le club colonial qui a battu le SC Lamantinois 2 avec 12 victoires à 2. En beach volley, c'est la plage de Grand'Anse au Carbet qui a servi de cadre dimanche à la 3e journée du championnat. 15 paires chez les femmes y ont pris part et c'est le binôme Béatrice Cyrilia, Lisiane Larcher qui s'est imposé en battant en finale le duo Juliette Imbert, Thaïs Tomieto 2-7-0. Au masculin, 18 paires se sont affrontées et au final, Lucas Vergne et Tao Blanc ont battu le duo Mike Privat, Anne Biron 2-7-1. En football, près d'une trentaine d'équipes des catégories U7, U11 et U15 ont participé à la 2e édition du Foot Sabel dimanche au stade Louis-Achille. Chez les U7, c'est l'Espoir de Sainte-Luce qui a remporté le tournoi. Les Lucéens ont battu en finale l'Émulation sur le score de 4-1. En U11, le titre revient au Stade Spiritain et à l'Émulation dans la catégorie U15 en venant à bout du Golden Star 1-0. Concernant les U13, le tournoi se déroulera dimanche prochain. Et comme chaque soir, terminons sur un geste solidaire. Si vous souhaitez donner votre sang demain, rendez-vous à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, au 1er étage, de 8h à 14h. Avant de clore cette édition, je vous rappelle les principales actualités. En local, la visite de Gérald Darmanin et les moyens annoncés pour la prison de Ducos. Et sur le plan national, le vote serré du budget de la sécurité sociale. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ATV97. Et dans un instant, découvrez une nouvelle recette avec Prisca Morjon dans la Martinique dans l'assiette, puis Résonance Créole présentée par Marie Tricot. Et à 20h, le magazine Capital. Quant à moi, je vous quitte sur ces images drones de la 4e édition de l'événement Croix de Lumière, organisé par l'Association diocésaine de Martinique samedi dernier. Excellente soirée sur ATV et à demain.